Intéressons-nous maintenant au passage de l'information du gène contenu dans l'ADN à la fabrication de la protéine. Ça se passe en deux étapes. D'abord la transcription, puis la traduction. La transcription, c'est le transfert de l'information depuis l'ADN vers un support, et la traduction, le transfert de l'information génétique en protéines. En 1920, un physicien anglais, Griffiths, a fait une expérience intéressante qui a permis de reconnaître le support de l'information génétique. Il a cultivé des cellules de pneumocoques, des cellules qui avaient une surface lisse, il les a nommées smooth, lisse, et il les a injectées à des souris et s'est rendu compte que ces bactéries provoquaient la mort d'une souris. Il a donc déterminé que ces souches S étaient virulentes. Il a pris une autre souche de pneumocoque, mais cette fois-ci avec une particularité, c'est d'être rugueuse, mais de ne pas être encapsulée avec une surface lisse. Il les a appelées donc R, et il les a injectées et s'est rendu compte que ces bactéries-là n'étaient pas virulentes, puisqu'elles ne provoquaient pas la mort de la souris. Il a essayé de dénaturer en tuant les bactéries pathogènes, et le résultat, c'est que ces bactéries dénaturées ne provoquaient plus la mort de l'animal. Ces bactéries mortes ont été mises en présence de bactéries vivantes, mais non virulentes. Une fois mélangées et injectées, elles provoquaient la mort de la souris, et en plus, on trouvait des bactéries lisses et vivantes. Alors on n'a pas pensé à ce que les cellules soient ressuscitées, mais à ce que ces bactéries-là, qui n'étaient pas virulentes et pas encapsulées, puissent devenir virulentes par un transfert d'informations entre les cellules mortes et les cellules vivantes. Quel était donc ce support? Quelques années plus tard, dans les années 1940, une équipe de biologistes menée par Avery a réussi à déterminer quel était le vecteur de l'information entre ces bactéries mortes et ces bactéries vivantes. En fait, il a utilisé différentes enzymes spécifiques de différents substrats, soit des lipases pour détruire les lipides de ces bactéries débarrassées de leurs lipides et mélangées à des cellules vivantes provoquaient tout de même la mort. Le vecteur n'était donc pas graisseux. Ensuite, avec une protéase, idem, si on détruit les protéines et qu'on l'insère avec des cellules vivantes, elles deviennent tout de même virulentes. Et enfin, avec une ADNase, on a réussi à enlever toute l'ADN contenu dans ces cellules, mise en présence de ces cellules rugueuses non pathogènes. Celles-ci restaient non pathogènes et l'animal restait vivant. Donc, il a conclu que le support de l'information génétique, c'était bien l'ADN. Or, l'ADN, on sait de quoi il est constitué, et il est constitué de bases azotées qui sont liées avec des désoxyriboses et des phosphates qui forment des nucléotides. On peut marquer radioactivement un nucléotide, par exemple la thymine. La thymine, une fois marquée radioactivement, va pouvoir imprimer la pellicule photographique. Le rayonnement radioactif va heurter des atomes d'argent et va donc les noircir. Donc là où il y a la thymine radioactive, c'est là où il y a les grains noirs. Et on se rend compte que l'ADN est contenu essentiellement dans le noyau. On peut faire exactement la même chose avec les protéines. Si on prend une protéine, par exemple la leucine, et qu'on la rend radioactive, on peut introduire cette leucine radioactive dans le sang d'un cochon d'Inde et le sacrifier 3 minutes plus tard. Dans ce cas-là, on va se rendre compte qu'au bout de 3 minutes en orange, la radioactivité dans le pancréas se situe vers la base de la cellule, tout près de là où sont les vaisseaux sanguins. Donc les vaisseaux sanguins apportent les acides aminés et ceux-ci se trouvent autour du noyau. Si on sacrifie l'animal 10 minutes après l'injection de leucine radioactive, il se trouve au milieu de la cellule, puis dans des vésicules de sécrétion au bout de 40 minutes, et elles sont envoyées dans le canal du pancréas au bout de 2 heures. Mais en tout cas, jamais on ne voit ces protéines entrer dans le noyau.
L'ADN est donc dans le noyau, les protéines sont synthétisées dans le cytoplasme, il faut donc un transfert entre les deux. On a essayé pas mal de choses, et notamment l'ARN. L'ARN, c'est un acide ribonucléique, c'est-à-dire qu'au lieu d'être constitué comme l'ADN avec un désoxyribose, il est constitué avec un ribose. Ici, on voit, une fois qu'on a fait une injection, que dans les minutes qui suivent, l'uracile qui est marqué, qui est un des nucléotides de l'ARN, se trouve dans le noyau principalement. Si on refait la même chose un quart d'heure plus tard, on se rend compte qu'il est partout à l'extérieur du noyau. L'ARN est donc un bon candidat pour aller de l'intérieur vers l'extérieur de l'ADN. Pourquoi l'ARN a été choisi? Puisque la structure de l'ARN est très semblable à celle de l'ADN, sauf qu'au lieu, ici, au niveau du deuxième carbone, d'avoir un groupement H comme le désoxyribose de l'ADN, il y a un OH. Ce O prend de la place et empêche donc l'ARN de former une double hélice, et il reste en simple brin. Ici, on a donc un ARN qui est un polymère. Il peut donc avoir une succession de nucléotides qui sont les mêmes que l'ADN, en bleu cytosine, en G en vert la guanine, en A en jaune l'adénine, et en rouge la thymine pour l'ADN et l'uracile pour l'ARN. C'est le seul changement. Mais à chaque fois, si on pourrait complémenter, c'est-à-dire que on voit ici par exemple que l'adénine va avec la thymine, mais l'adénine peut aussi se lier à l'uracile. L'uracile a la même conformation à peu près que la thymine. Et quant à la guanine, elle se met toujours avec la cytosine. Cette molécule, en fait, elle va se créer grâce à une enzyme qui se trouve dans le noyau, c'est l'ARN polymérase. L'ARN polymérase, elle va être capable, à travers les 2 mètres d'ADN que contiennent chacune de nos cellules, de reconnaître un site qu'on appelle le promoteur sur l'ADN, se fixer dessus, ouvrir la molécule d'ADN qui est constituée de 2 brins pour séparer les 2 brins et commencer à transcrire un signal d'ARN depuis son pôle 5' vers son pôle 3' jusqu'à un signe de terminaison de la transcription. Là, l'ARN polymérase va s'enlever et permettre de libérer l'ADN ainsi que l'ARN qui va pouvoir transmettre son message. Voici l'ARN polymérase qui se fixe sur le double brin de l'ADN. On va parler de brin non transcrit qui va rester en attente, et du brin transcrit qui va être complémenté, une base d'ADN avec une base d'ARN. On a toujours une complémentarité, si c'est un G ici, on aura un C là, si c'est un A ici, on n'aura pas un T, mais un U, puisque l'uracile prend la place de la thymine. Ce déroulement va très vite, et on est capable de synthétiser plusieurs centaines de bases par seconde. Il y a donc un déroulement en amont pour pouvoir lire un simple brin d'ADN et un réenroulement derrière pour que le brin d'ADN puisse retrouver sa structure. Chez les eucaryotes et chez les prokaryotes, ça se passe de la même façon. L'ADN est transcrit par une ARN polymérase en ARN. Cet ARN va ensuite être traduit en protéines puisque lui est capable, chez les eucaryotes, de passer à travers le noyau. Les prokaryotes qui n'ont pas de noyau, eux, vont voir leur ARN transcrit en même temps qu'il sera traduit en protéines, puisqu'il n'y a pas de séparation physique entre l'ADN, comme il n'y a pas de noyau, et la synthèse de protéines. Intéressons-nous aux eucaryotes. L'ARN ici va être le messager qui va transmettre l'information prise dans l'ADN vers le site de production des protéines. On parlera de traduction. Cet ARN, on va donc l'appeler ARN M ou ARN messager. Mais en plus d'être séparé par l'enveloppe du noyau, l'ADN des eucaryotes est constitué de différents éléments qui sont soit codants, soit non codants. Les codants sont en vert, ce qu'on appelle les exons. Les exons sont séparés par des zones violettes, les introns. Exon, intron, exon, intron, exon, intron, et puis terminaison et promoteur, qu'on a déjà vu.
l'ARN polymérase ne reconnaît pas les parties codantes des parties non codantes, et va donc produire un ARN messager d'abord, qui va être un transcrit primaire qui contient des parties codantes et des parties non codantes. Grâce à un complexe d'ARN, il va y avoir un complexe d'épissage, va enlever les boucles d'ARN non codants et les enlever. On va donc avoir maturation de l'ADN. L'ARN mature vient du transcrit primaire auquel on a retiré par épissage les introns. Une fois cet ARN-M mature, il va pouvoir passer à travers l'enveloppe du noyau. On aura donc bien un brin non transcrit d'ADN de départ, avec la séquence TACTGA, qui va être complémenté par un brin transcrit d'ADN ATGACT, toujours la complémentarité. Si l'ARN polymérase sépare les deux brins, elle va compléter le brin transcrit. Au lieu du T, c'est un uracile qui va se mettre à la place. Avec le T, un A, avec un G, un C, un A, un U, etc. etc. Donc, en fait, l'ARN messager va ressembler plus au brin non transcrit qu'au brin transcrit. On parle parfois de brin codant pour celui-ci et de brin non codant pour celui-ci. Pour ne pas se tromper, on parlera tout de même, nous, de brin non transcrit et de brin transcrit. Mais il faut bien se rappeler que, comme il y a une complémentarité, le brin d'ARN-M ne correspond pas à la séquence du brin transcrit, mais bien à sa complémentarité. Regardons maintenant une vidéo YouTube que je vais vous commenter.